bonjour Roland Laurent Tonéikès, bonjour Marc Goudjanou. Avec vous, nous analyserons les différentes informations parues dans différents quotidiens ce matin. Bonjour Marc, bonjour Roland. Carole Oladé, bonjour. Marc Goudjanou, bonjour amis téléspectateurs internet, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous les amis téléspectateurs. Première information à débattre sur ce plateau, ce sera forcément la victoire des Guépards du Bénin. Hier sur ce plateau, Roland Tonéikès, on leur souhaitait cette victoire. Voilà, c'est chose faite. Bon, c'est pas une victoire, c'est un match nul. Mais c'est la victoire des Guépards. C'est pas une victoire des Guépards. Mais c'est une victoire. On est qualifié, oui ou non? Oui, ils sont mais qualifiés. Mais justement, c'est une victoire pour nous. Oui, non, c'est pas la victoire. Il faut qu'on clarifie, chère Carole. Nous sommes qualifiés. Mais on est qualifiés, ça nous permet d'être à la CAN 2025. Je suis d'accord. Pour nous, c'est une victoire. Continuez votre analyse. Je pense qu'on voit les ennemis du peuple. Hein. Voilà, merci. Les ennemis du peuple. Merci Marc, merci. C'est vrai que je ne suis pas sportif, je ne le suis pas du tout, vous le savez. Mais quand même, je suis patriote. Soyez suffisamment honnête en reconnaissant que hier, je voulais une victoire pour eux, pour qu'ils soient qualifiés. On en a parlé, on a souhaité la victoire. Aujourd'hui, un match nul, on parle d'un match nul qui leur la victoire, la qualification ne doit pas nous amener à perdre de vue les réalités que nous avons. Pour le moment, je dis... Mais c'est une victoire quand même. Oui, mais vous avez commencé votre question par la victoire des Guépards. Justement, c'est une victoire. Non, mais c'est ce que je dis, Carole. Bon, est-ce que vous pouvez me permettre de finir et de répondre à votre question? Le match nul, grâce au match nul, nous avons eu la victoire. Voilà, nous participons... Nous avons la qualification. La qualification, nous participons à la CAN 2025. La qualification est une victoire. Bon, maintenant... Roland, c'est une victoire, point, sur ce plateau. Et je suis très heureuse pour les Guépards. Non, écoutez, on ne peut pas ne pas être d'accord ou bien content, tout au moins, parce qu'on sait tout le temps que si, par exemple, ils avaient perdu ça, tout le monde serait malade. Voilà. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai jamais supporté une défaite ou les matchs nuls en ligne des Guépards, parce qu'en réalité, quand vous aimez votre patrie, que vous savez que c'est l'argent contribuable qu'on investit chaque fois, on affrète un avion spécial pour eux. Chaque fois, ils vont peut-être se faire battre ou bien match nul et qu'on aligne les matchs nuls avec pour dire après si avant d'être qualifié. En fait, c'est ça que je voulais relever en réalité. Je rien contre la qualification des écureuils parce que hier, pour une fois quand même, j'étais assez positif. Je leur ai envoyé toutes les vibrations positives. Quel était votre pronostic, Laurent, hier? Elle est là, elle ne sait pas à moi de répondre. Elle va répondre parce qu'elle est témoin. J'avais dit 2-1 quand même pour en faveur du Bénin. C'est rare de votre part. Oui, c'est rare de ma part. Ça, je l'avoue. C'est rare de ma part parce qu'en réalité, au moins, c'était la dernière journée. Et au-delà de tout, même s'il y avait des choses à leur reprocher, tout au moins, il fallait peut-être espérer qu'ils fassent honneur au peuple béninois. Et c'est pour ça. Et donc, pour ça. Même si c'est avec un match nul. Match nul. Et donc, justement, j'estime que, oui, on se réjouira de ce qu'ils sont qualifiés. Pour pas fierté, pas patriotisme, d'accord. Mais au-delà de tout, je voudrais qu'après cette qualification, qu'on essaie de revoir les automatismes. Je parle en face d'un joueur aussi également, quand même, qui aurait été peut-être joueur professionnel. Il y a des choses à régler au sein de l'équipe. Parce que si vous regardez le parcours des écureuils, des Guépards pendant aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a plus de matchs nuls que de victoires. Alors, qu'une équipe qui évolue en temps de scie parfois, et que c'est seulement sur les matchs nuls que nous alignons, nous faisons nos calculs pour dire nous voulons gagner, nous voulons gagner, nous voulons gagner. Quand vous allez au gros niveau à un moment donné, c'est les résultats que nous avons souvent. En dehors de la surprise générale qui a été positive en 2019 face au Maroc, et encore que c'est au Maroc qu'ils viendront jouer. Et n'oubliez pas que ces personnes-là, ces gens, ils ont la vengeance dans leur sang. Hein. C'est la vie. C'est-à-dire une fois que vous les avez humiliés en 2019, vous allez sur le territoire. Si pas malheur le Bénin de jouer, aller rencontrer encore le Maroc, imaginez comment ça va être un match assez électrique. Donc, j'estime qu'il y a des choses à régler maintenant. Ils ont réussi à avoir le match nul à Tripoli. Ils sont qualifiés, mais on ne va pas dormir sur nos lauriers. Il faut que l'entraîneur fasse un travail assez approfondi, que les responsables de la Fédération béninoise de football montent au créneau, en tout cas, aillent chercher les vrais éléments pour voir quels sont les pions qu'on peut changer, les maillons de la chaîne qu'on peut changer, pour espérer faire une bonne représentation au Maroc, parce que c'est tôt de dire c'est bon, et après, les gars se séparent, il n'y a pas de suivi, et c'est peut-être à 2 mois ou à un mois de la CAN qu'il faut les rassembler, on les regroupe, et puis ils vont là-bas.
il n'y a plus, peut-être certains parmi eux, malheureusement, d'ici 2025, n'auront plus de club. Imaginez, parce qu'il y en a parmi eux qui sont retrouvés déjà en 5e division. Pendant qu'il y a des jeunes dans le championnat local qui peuvent être assez performants. Donc, j'estime qu'il y a des choses à régler au niveau de l'équipe. Au-delà de ce qu'on peut être fier en tant que Béninois de cette qualification, les problèmes restent. Il faut régler les problèmes. Voilà ce qui est dit, Marc Boudjanou. Oui, il faut dire, c'est un grand satisfait pour moi ce matin de vivre encore, parce que j'ai encore l'émotion dans la peau, l'émotion que j'ai eue depuis hier. Un peu comme moi, tout est cité ce matin sur ce plateau. La qualification des écureuils, je pense que c'est des guépards, bien sûr. Des guépards. Je pense que on avait peur, tout le monde avait peur hier, parce que on voulait quand même ne pas encaisser hier. Il ne faudrait pas que la Libye, encore que nous étions en terre libyenne, et on sait que dans ces pays maghrébins, ce n'est pas toujours facile de gérer le public, même les joueurs. Imaginez un instant, si c'était la Libye nous menait, ça serait presque impossible de pouvoir égaliser. Parce qu'on connaît, ils vont faire de faux jeux, ils vont faire... Le but refusé. Dans tomber, il y a le but refusé. Il y a aussi... il y a eu beaucoup d'exploits hier, eu égard à toute une motivation de tous les joueurs. Je pense qu'on ne serait pas à ce résultat hier. Il y avait également les mains de nos ancêtres qui nous accompagnaient. Oui, bien sûr, tout le monde y a participé. Hein, parce que le simple ressenti que l'on a même au cours de ce match-là participe déjà à rassembler les énergies nécessaires. Je parle d'énergies qui vont au-delà du naturel. Les énergies nécessaires qui doivent militer en réalité en cette victoire-là. Parce que ne l'oublions pas, hein, lorsque l'on va jouer et que la majeure partie des Béninois sont pessimistes sur la question, donc ils ne se disent, bon, est-ce qu'ils vont faire quelque chose, bon, on aura une défaite, ça ne nous avantage pas, parce que les énergies qui vont concourir à cette victoire ne seront pas présentes, même si les joueurs essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes. Hier, sur le terrain, vous avez vu presque tous les joueurs, même s'il y a eu quelques ratés à divers niveaux, les joueurs ont donné le maximum d'eux-mêmes, le gardien a été omniprésent pendant tout le match. Il nous a même sauvés sur une frappe d'un attaquant libyen. Il nous a sauvés à travers son pied. N'eût été cela, je pense qu'on aurait eu une défaite hier et ce serait vraiment très grave pour nous. Mais ce qu'il est à déplorer également, c'est que il faudrait que la FIFA essaie de réorganiser les choses pour pouvoir voir la moralité et puis l'instant décisif de certains matchs pour pouvoir les délocaliser. Pourquoi je dis ça? Parce que hier, par exemple, on avait un match très crucial qui devait entrer en compte de notre qualification. Et on sait que la Libye a été sanctionnée récemment avant ce match-là. Face au Nigeria. Face au Nigeria. Et c'est cette Libye qu'on devait rencontrer en terre libyenne. Ça veut dire déjà qu'on devait s'imaginer qu'il y aurait un regain de violence ou de tentative de violence au niveau du public d'abord et au niveau même des joueurs. Donc, si le match avait été délocalisé, ça aurait évité beaucoup de choses. Vous avez appris hier que nos joueurs ont été agressés, le coach a été agressé hier, et c'est malheureux pour le monde du football. Mais nous, quand même, on s'en est sortis, c'est l'essentiel qu'il faut retenir. Et il faudra s'apprêter pour 2025 parce que c'est le grand rendez-vous. Et nous aurons en face les meilleurs du continent. Nous aurons en face les meilleurs du continent et il va falloir que nous rebroussons nos épaules pour pouvoir mieux affronter ces rencontres-là, mieux se préparer, parce que c'est ça aussi la question. Je pense que le coach a eu à observer certaines irrégularités au niveau de certains joueurs, certaines individualités qu'il faudra corriger également. Et donc, ajouter encore à l'effectif certains qui ont déjà eu à faire leur preuve, parce que c'est vrai qu'il y a des jeunes qui sont dans l'équipe, qui sont dans les clubs au niveau de notre pays, mais ils n'ont pas cette expérience-là. Et l'expérience qu'ils auraient pu avoir, ce serait au cours, normalement, de ces matchs de qualification qu'on aurait pu leur donner la chance de pouvoir le faire. Mais si ça n'a pas été fait, je pense que malheureusement, on ne pourra pas leur faire confiance et les envoyer à la CAN, alors que sur le plan international, on n'a pas
eu à voir grand-chose de leur part. Parce qu'il ne faut pas oublier, vous aurez beau avoir la qualité, mais devant un certain nombre de publics, on ne sait pas comment vous aurez pu gérer le ballon. Il y a ça qui joue en faveur de beaucoup de joueurs. Et il y a le temps d'intégration d'abord à l'équipe. C'est pourquoi même parfois lors des matchs, les coachs n'arrivent pas à faire vite les changements parce qu'un changement, ça impacte beaucoup le jeu. Et donc, du coup, on ne pourra pas les intégrer aussi facilement. Il reste beaucoup de travail qui reste il y a beaucoup de travail qui reste à faire. Et je pense qu'on mettra les bouchées doubles, en tout cas le ministère de la Jeunesse ainsi que le directeur sportif et tous les cadres sportifs à divers niveaux mettront le paquet pour que l'on n'assiste pas à un effectif clientéliste ou un effectif de favoritisme pour pouvoir aboutir à un résultat médiocre à la CAN 2025. Alors, qu'est-ce qu'il faille faire pour repenser concrètement le football béninois? Alors, je crois que Marc a dit quelque chose de très capital tout à l'heure. Il a dit nous serons face aux meilleurs d'Afrique. Quand je regarde les statistiques du match d'hier, et c'est pour ça qu'en réalité, ce n'est pas une question d'antipatriotisme, d'antipatriote. C'est une question de quelqu'un qui voit la réalité en face et qui alerte en même temps pour dire oui, nous avons été qualifiés, mais après. Parce qu'il a dit quelque chose de capital. Il ne faut pas qu'on aille faire pied de figure au Maroc. Parce que vous serez face aux meilleurs, il ne faut pas que l'équipe devienne distributeur automatique de points à la CAN. Quand vous regardez le match d'hier, quand vous regardez les statistiques par exemple, la possession de balle, 66% du côté des Libyens. Nous étions à 34% de possession de balle. Les Libyens ont pu avoir 437 passes pendant que les Béninois, c'est 227 passes. 19 passes du côté des fautes du côté des Béninois, 7 du côté des Libyens et 7 cartons jaunes du côté des Béninois. Oui, mais ce côté, il faut remarquer que l'arbitre a exagéré. Oui, je suis d'accord. Il y a beaucoup de cartons qui ont été donnés hier qui n'avaient pas lieu d'être, honnêtement. Bon, laissons les cartons alors du côté. Pour les athlètes, c'est pour atteindre psychologiquement laissons même les cartons alors. Déjà, même à partir du premier carton jaune où il y avait une légère faute. Je suis d'accord avec vous. Laissons les cartons de côté. Mais vous êtes joueur. Le nombre de passes, les statistiques, la possession de balles, tout ça là, ça montre réellement qu'au niveau de notre équipe, il y a un problème. Et vous avez reconnu, parce qu'aujourd'hui, on va être content en tant que Béninois. Mais après, il faut qu'on leur dise la vérité. Toute l'équipe, en tout cas, l'équipe, les joueurs, la Fédération béninoise de football, le ministère des Sports, il faut qu'on leur dise la vérité pour dire, écoutez, c'est bien, nous avons accompagné, vous avez été qualifiés, mais n'allez pas nous rogner à la CAN. Parce qu'après tout, c'est beaucoup de Béninois qui suivent le match et parfois qui tombent malades. Parce que rien que à aimer son pays, les voir jouer, et puis ça peut être un 4-0, 3-0, pendant que les gens sont très excités, vous imaginez ce que ça crée sur notre humain. J'estime qu'il y a nécessité maintenant de commencer à réfléchir. Les joueurs qui sont dans 5e division aujourd'hui, qu'on veut à tout prix aligner, alors qu'il y a des jeunes qui sont, qui sont de la génération montante, comment on peut faire pour les intégrer? Pour qu'avec le temps, j'ai toujours donné l'exemple de certains pays comme le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ils ont monté des jeunes ensemble. Aujourd'hui, le Ghana est en baisse, hein? Oui, non, le Ghana est en baisse parce que, vous savez, c'est une génération qui est en train qui a fait tout son temps et au lieu qu'eux-mêmes, ils travaillent à renouveler progressivement l'équipe, ils ont tablé sur les mêmes depuis, ils ne veulent pas. Apparemment, il y a un problème. Mais quand vous regardez le Sénégal, par exemple, la Côte d'Ivoire, c'est des jeunes qui ont évolué ensemble. Même si c'est des gens qui sont dans les clubs européens, ils ont la chance de jouer régulièrement ensemble, ils se connaissent. Au Sénégal, les jeunes ont grandi ensemble, vous allez voir leur progression jusque-là. Donc, j'estime véritablement que, comment ça veut dire que des joueurs qui sont de la même promotion que Sénégalais, qui sont de la même promotion que les nôtres, n'ont pas évolué comme les Sénégalais, par exemple. Il y a un problème. Donc, j'estime véritablement qu'il y a beaucoup de choses à faire encore pour que nous puissions être fiers de notre équipe nationale, que nos sous ne soient pas distribuer, en tout cas dépenser comme ça sans résultat. C'est tout mon souci. Justement, aujourd'hui, c'est plus seulement la Fédération béninoise du football qui s'occupe de tout ce qui concerne le football béninois. Le gouvernement a son mot à dire et finance également, dépense aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faille faire aujourd'hui concrètement pour repenser le football béninois? Non, je pense qu'au niveau du football béninois et au niveau d'autres disciplines aujourd'hui, honnêtement, ce gouvernement est en train de faire beaucoup d'efforts. Ça, là, reconnaissons-le. Vous avez vu les championnats scolaires? Oui. Vous avez vu les jeux universitaires? Exactement. Le seul problème qui se pose encore, c'est au niveau de notre championnat, en fait. Oui. Le vrai problème, c'est au niveau de notre championnat que ça se pose aujourd'hui. On voit que le pouvoir, le gouvernement a cette volonté de rehausser l'image du Bénin à travers le sport, pas seulement à travers le football. D'ici là, en 2025, normalement,
c'est qu'il y a un mondial des Jeux universitaires, par exemple, en Allemagne, auquel le Bénin pourrait participer éventuellement, à travers le travail qui a été fait. Au niveau scolaire, on a vu les petits. Aller en Chine. On a vu le travail qui est en train d'être fait. Donc, si éventuellement, les clubs arrivent à créer des centres de formation dignes du nom, qui commencent déjà à encadrer les enfants à un certain niveau. Par exemple, au niveau de ces différents Jeux universitaires qui sont organisés, au niveau de ces championnats scolaires qui sont organisés, les talents qui sont détectés à ces niveaux, qu'est-ce qu'on fait de ces talents-là? C'est ça ce qui est important. Est-ce qu'ils sont encadrés dans de meilleures conditions pour qu'à la fin, on puisse avoir un produit fini qui puisse être utilisé pour l'équipe nationale, pour les clubs et autres. Je vous dis, il y a des joueurs aujourd'hui qui sont très bons dans le championnat universitaire, mais qui aujourd'hui n'ont pas la chance de jouer dans notre championnat national. Oui. Ils sont meilleurs que beaucoup de joueurs qui sont dans notre championnat national. Ça, je vous l'assure, honnêtement. Mais quelle est la valeur qu'on donne à ces joueurs, d'accord, qui arrivent à explorer leur talent, à éclore leur talent lors de ces jeux qui sont organisés? Je pense qu'il y a beaucoup de travail qui doit être fait. Et il faut repenser forcément notre fédération. Et au niveau des associations, c'est-à-dire des clubs sportifs, il faut repenser la création des centres de formation. Et que ça doit être obligatoire pour chaque club, pour que les jeunes puissent progresser d'un niveau A à un niveau B à un niveau C. Au niveau de notre équipe nationale, en réalité, je pense que pendant tous les matchs qu'on a eus, au niveau de la qualification pour la CAN, on a vu les insuffisances qu'il y avait. Ouais. On a vu au niveau de la défense ceux qui ne tenaient pas. Là où il y avait des faiblesses. Et le coach même le sait. C'est à ce niveau-là qu'il faut déjà commencer par faire des restructurations, commencer par corriger, trouver de bons éléments qu'on puisse expérimenter à travers, par exemple, des matchs amicaux qu'on pourrait livrer bien avant la CAN. Oui. Il y a beaucoup de matchs amicaux qu'on pourrait livrer. Et on pourrait quand même voir leur potentialité pour pouvoir évaluer par rapport à ceux. Si les joueurs sont blessés, il faudrait quand même avoir des joueurs dignes de pouvoir les remplacer pour que cela ne cause pas de dommages à l'équipe. Je pense que sur tout le parcours, le Bénin n'a pas été déméritant. Il faut remarquer que nous avons eu des équipes qui n'étaient pas des moindres également. Nous avons eu le Nigeria en face, avec qui on a joué, avec qui on a résisté, on a battu le Nigeria en temps, on a fait l'égalité avec le Nigeria. Il y a eu le Rwanda également, qui n'est pas une petite équipe également. Vous avez vu, le Rwanda a battu le Nigeria. À domicile. À domicile. Ce à quoi on ne s'attendait pas, justement. Et nous-mêmes, même avec le nul qu'on a fait le Nigeria, on aurait pu gagner le Nigeria. Mis à part quelques erreurs de stratégie qui sont dues au coach, je dirais, pas forcément aux joueurs, qui sont dues au coach. C'est ça qui a conduit. Sinon, on pouvait garder même ce score-là. Et même pourquoi ne pas créer l'écart lors de ce match-là. Donc, je pense qu'il y a un problème technique qui doit être réglé au niveau de la fédération, au niveau du staff technique des joueurs, pour que l'on puisse quand même corriger les choses bien avant. Avant 2025, on a beaucoup de temps. Et il est temps quand même que chacun puisse quand même jouer sa partition. Que le ministère qui donne déjà les moyens, que le coach et tout son staff technique puissent jouer leur rôle convenablement afin de faire mettre le bon joueur à la place qu'il faut pour qu'on ait de bons résultats. Moi, je pense que quand vous évoquez la question de technique pour dire que ce n'est pas la faute des joueurs forcément, que c'est peut-être la faute de l'entraîneur, je suis tenté de dire, en fait, notre équipe a un besoin de rajeunissement en réalité. Parce que quand vous regardez très bien, depuis des années, vous faites le même constat. Les écureuils devenus guépards aujourd'hui ne tiennent jamais à les 90 minutes. La plupart du temps, quand vous suivez très bien, soit ils mènent, et puis après ils sont rattrapés, ils sont battus. Donc cela suppose qu'à un moment donné, peut-être on a besoin du sang-frère. Des jeunes qui montrent leurs compétences dans le championnat. Qui physiquement également sont au point. Vous imaginez quand ils ont joué le nul face au Nigeria, des joueurs nigériens sont allés féliciter les nôtres, les jeunes d'ailleurs de l'équipe. Vous allez voir qu'ils ont félicité les jeunes qui sont dans l'équipe là qui ont tenu. Cela suppose qu'il n'y a plus de complaisance. Vous avez parlé de clientélisme, favoritisme. Il faut qu'on évite ça désormais. Et qu'on aligne ceux qui peuvent vraiment tenir 90 minutes pour faire honneur au Bénin. Et vous avez évoqué aussi la question des championnats nationaux. Quand vous avez vu les Béninois, les jeunes aller en Chine l'année passée, en Tanzanie d'abord, au championnat d'Afrique, je sais quoi, et puis le championnat du monde scolaire, les jeunes sont revenus. Où est-ce que les jeunes là se trouvent aujourd'hui? Est-ce que les jeunes là, on a pu trouver le mécanisme pour les envoyer dans les centres de formation construits par la fédération? Parce que c'est les jeunes qui ont battu au plan national, au plan africain, ont montré ce dont ils sont capables, au plan mondial, ont fait des prouesses. En temps normal,
il faut repêcher en même temps l'équipe là. Il faut la mettre directement dans notre centre de formation. Parce qu'ensemble, ils ont joué, ils se connaissent. Ils ont développé un fond de jeu ensemble pour avoir un résultat. Mais aller chercher peut-être, l'autre est peut-être à Cotonou, l'autre est déjà maintenant à Porto-Novo, l'autre est déjà à Savalou. Et donc finalement, cette équipe de talent, on a vu ceux qui sont allés au Brésil sous Boni Aïe. À peine 2. On a retrouvé Ouourou et autres là qui ont émergé, qui continuent de nous satisfaire en parlant du football aujourd'hui. Donc, j'estime qu'il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de suivi, voilà, suivi dans le football béninois. Au championnat national scolaire, les enfants font des efforts. Après, quand ils finissent de gagner, on les laisse, on les oublie. Championnat universitaire, les gens font des prouesses. Après, quand ils ont fini de gagner, on les oublie. Et puis après, on va chercher des joueurs un peu partout, peut-être au Nigeria, au Togo. C'est vrai que les corps sont libres. Mais on a de la valeur dans notre championnat universitaire. On peut aller trouver des valeurs là, mettre les gens ensemble pour développer un fond de jeu. Je pense que c'est de ça que nous avons besoin pour que d'ici 5 ans, 10 ans, nous ayons des équipes assez compétitives qui vont faire peur au plan africain et au plan mondial. Voilà, nous allons poursuivre et parler d'un autre sujet. Il s'agit du dossier de Steve Amoussou renvoyé au 9 décembre. Oui, bon, je crois que hier je le disais, hein, que ce n'était pas évident. Que je disais clairement que s'ils n'ont pas reçu assez d'éléments dans ce dossier, c'était probable qu'ils renvoient le procès. Je crois que ça a été fait. Parce que quand on suit un peu ce qui a été dit là-bas, certainement la justice n'a pas encore assez d'éléments pour prouver que Steve Amoussou et frère ont vie. C'est vrai que c'est Steve Amoussou qui a été arrêté à Lomé pour transfert vocal de 10 millions. Bon, maintenant, ceux qui sont allés le chercher, les MMA ont été sanctionnés, en tout cas ont été jugés. Oui. Ceux qui doivent rester en prison sont en prison. Ceux qui doivent être acquittés. C'était les arguments de la défense donc, hier. Moi, j'ai dit dès les premières heures de cette affaire, si ce n'était pas l'affaire de transfert vocal là, qui est le plaignant dans le dossier Frère Ronvi? Pour qu'on cherche à tout prix à savoir Frère Ronvi et interpeller Frère Ronvi. Parce qu'il y a une ambiguïté dans cette affaire. Ceux qui sont allés le chercher ont dit qu'ils sont allés le chercher parce qu'il y a transfert vocal de l'Indonésie, c'était un je ne sais quoi. Bon, maintenant, les gars sont allés le chercher, on a dit que d'abord ils sont allés le chercher, c'est illégal. On a jugé les gens. Donc en réalité, si ce n'est que ça, ils devaient être sortis, on devait le libérer. Et c'est ce que les avocats ont fait savoir hier. Si les preuves ne sont pas établies, qu'il a reçu le transfert vocal véritablement, qui a été concrétisé, qu'il a pu retirer dans une cabine ou bien dans une agence MTN, bon, ça dit qu'on devrait le libérer. Mais entre-temps, les gens ont tout fait de dire que c'est Steve Amoussou, c'est frère Ronvi. L'intéressé devant la justice dit je ne suis pas frère Ronvi. Je suis Steve Amoussou, je ne suis pas frère Ronvi. Je suis frère Ronvi, j'aime ces chroniques, mais je ne suis pas. Et donc, après, il faut déjà qu'on connaisse maintenant, si c'est sur la base du frère Ronvi qu'on veut le juger, il faut déjà qu'on connaisse ceux qui sont les plaignants. Parce qu'en réalité... Justement, on lui demandait s'il écrivait des chroniques. Donc, non, mais le plus important maintenant, c'est de savoir qui sont les plaignants. Alors, si on doit le juger sur la base du frère Ronvi, il faut d'abord qu'on sache maintenant ceux qui sont les plaignants. Et maintenant que la justice arrive à prouver que Steve Amoussou est le frère Ronvi. Aussi longtemps qu'on ne connaîtra pas les plaignants et qu'ils n'auront pas réussi à trouver les preuves que Steve Amoussou est le frère Ronvi, vous allez voir de report en report, de report en report, et finalement, ce sera peut-être peut-être pas du temps de Patrice Talon, peut-être après le pouvoir Patrice Talon. Un jour, quelqu'un va dire, bon, tout c'est vide, laissez-le. Après avoir passé des mois ou peut-être encore... Il ne sera pas le premier à subir. Il ne sera pas le premier à subir ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui en prison. Dont on n'a pas sans être jugé, 14 ans, 15 ans. 16 ans. Et puis après, on dit, bon, tout c'est vide, on les sort. N'oubliez pas que dans ce pays, il y a quand même un directeur qui a été en prison, Thomas Agueva, et on a dit... comment vous appelez, il y a un dossier là. Après, il est en prison, on a tout dit. Et c'est quand il est mort, après qu'on a vidé, on dit dossier vide. Et il était déjà mort. Donc, ça veut dire que ces cas de figure, ça existe plein. C'est pour ça que nous allons toujours prier Dieu pour ne pas nous retrouver dans ces cas. Bon, je pense que... Oui, bon, bien avant, je voudrais inviter tous les patriotes, ou ceux qui s'estiment patriotes, lorsque le Bénin fait une victoire, d'aller payer le maillot des écureuils, des guépards. Parce que vous avez payé. Vous avez porté le maillot. Moi, je l'ai toujours, je suis un vrai patriote. Je l'ai toujours. Donc, je vous encourage. Allez prendre un maillot. Vous savez très bien que vous allez travailler. Non, nous avons fini avec le sujet sportif. Nous avons fini sur ce plateau avec le sujet sportif. Alors, le nouveau. Répondez avec quel pour le dossier Steve Amoussou, je pense que... Quel équipementier vous avez eu? Il faudra d'abord arriver à déterminer si Steve Amoussou est frère Ronvi.
Ça, c'est la première des choses. Parce que la personne que vous voulez juger... Après plusieurs semaines... Il faudra déterminer d'abord si Steve Amousou est frère ou oui. Il faut que ce n'est pas à lui d'ailleurs de le prouver, c'est à la justice de prouver que Steve Amousou justement, est frère. Après plusieurs semaines de détention, on n'a pas encore normalement, le temps qu'il a passé... Donc, la justice n'a pas encore pu prouver que Steve Amousou est frère ou oui. Et mis à part ça, Laurent l'a évoqué. En dehors de ça maintenant, lorsqu'on pourra établir véritablement que c'est frère ou oui, ils pourront alors dire qui est en train de l'assigner en justice, quels sont les crimes qu'il a eu à commettre, et de là, on pourrait avoir un gain d'issue à ce procès-là. Et je pense qu'on ira de report en report, tel que l'a souligné Laurent, parce qu'on voit que c'est un dossier qui est un peu flou, un dossier qui manque d'assez d'éléments. Et si ça manque d'assez d'éléments, je pense que la justice ne pourrait pas trancher dessus parce que les populations sont là, les gens sont là, ils observent. Et on pourra, déjà, vous avez vu la tollée qu'a suscité, le tollé qu'a suscité son arrestation à Lomé avec tout ce qu'il y a eu comme jugement au niveau de la criette, tout ce que l'affaire a suscité. Et aujourd'hui, tout le monde a les yeux braqués et attend impatiemment quelle issue sera donnée à cette affaire. Et donc, la justice également est méfiante sur la question, parce qu'il faudra établir un certain nombre de choses d'abord avant de pouvoir juger la personne. Puisque celui que vous avez en face de vous, si ce n'est pas sa vraie identité, vous allez le juger à base de quoi? D'accord? Alors que reconnaissons encore qu'il a été cherché dans des conditions qui ne disent pas leur nom. Et donc, il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas. Je pense qu'on ira de report en report. On en déplaise aux proches de Frère Mouvi, de Steve Amousou, jusqu'à ce que l'affaire soit clarifiée, pour que nous-mêmes encore, on sache qui il est réellement. Est-ce qu'on a affaire à Steve Amousou? Est-ce qu'on a affaire à Frère Mouvi? Aujourd'hui, Dieu merci, les journaux ont commencé par faire un peu de réserve en ne parlant plus trop de Frère Mouvi. Eux tous parlent de Steve Amousou. Sinon, au début, c'est qu'on lisait un peu partout, ils écrivaient Steve Amousou, alias Frère Mouvi, alors qu'aucun de nous n'a encore les preuves que c'est Frère Mouvi. Oui, et parce que Steve Amousou, pardon, est libre. Hein, et après, quand il sera peut-être acquitté, il peut rester en justice tous ceux qui ont dit Steve Amousou alias Frère Mouvi. Parce qu'il va vous dire, il va vous dire sur quelle base vous avez dit que je suis Frère Mouvi. Et vous devez répondre. C'est tous les directeurs de publication. Normalement, si le dossier... Parce que si la justice... C'est tous les directeurs de publication ou les journalistes. Oui, si la justice... Non, même les politiques. Même les politiques. Imaginez que... Nous, on l'a pris seulement dans la bouche des politiques. Après, oui, nous, on l'a pris de la bouche des politiques. Martin Rodriguez qui a fait l'annonce sur les réseaux sociaux. Donc il va commencer par celui qui a déclaré qu'il est... Martin Rodriguez n'est pas ici, il est aux États-Unis, donc lui... Mais justement, il peut déjà la signer. Il n'a qu'à commencer par lui. Avant de parler des journalistes. Parlez de vous et moi alors. Parce que laissez Martin Rodriguez en paix. Parlez de vous et moi, qui peut-être dès les premières heures aussi avons répété ce que les autres ont répété. On dit. Donc maintenant j'estime que non, moi je le dis juste pas pour mais je comprends que aussi ça, en fait en réalité, imaginez que la justice n'arrive pas à prouver que Steve Amousou est frère Mouvi et puis il est acquitté et il dit bon ok d'accord, moi je vais me faire un peu de pognon. Tous ceux qui ont dit Steve Amousou alias frère Mouvi là devant la justice et vous devez payer des dommages, vous imaginez. Donc je crois que oui, nous devons davantage faire attention. Ce qui est même étonnant dans cette affaire et qui m'est revenu tout à l'heure, je me dis, on sait au moins que celui qu'on a pris, c'est Steve Amousou. Oui. La justice sait au moins que c'est Steve Amousou qu'ils ont pris. Et ceux qu'ils ont pris, qui sont allés le chercher de façon illégale à Lomé, on les a jugés. D'accord? D'accord? En tenant compte du fait qu'ils sont allés chercher Steve Amousou, qui est un citoyen béninois, de façon illégale. Et lors de leur procès, ils ont dit que c'est par rapport à tel élément que quelqu'un les a sollicités pour aller le faire. Et ce qui est bizarre,
On maintient le gars. On maintient Steve Amoussou, En prison. sans pour autant évoquer même l'affaire pour laquelle les autres, là, les contrebandiers sont allés le chercher là-bas. Vous les avez vus, il y a fait. On les a jugés, non? Non, pas forcément Fayao qui est contrebandier. Parce que vous faites une action illégale qui frise le banditisme, c'est normal qu'on traite ainsi. Donc, Steve Amoussou, en l'état, si on doit en parler, c'est qu'on l'accuse parce qu'il a pris de l'argent sur un citoyen. Ce qui n'existe pas, parce que jusqu'à là, c'est pas prouvé. Puisque ça n'a pas été prouvé. Bon, on attend le transfert vocal. Donc, pour le moment, il fait quoi en prison alors? Non, la meilleure option, c'est qu'ils vont le sortir de prison. Le temps qu'il vient au portail, on l'interpelle encore pour dire, bon voilà, maintenant vous êtes interpellé. Voilà. Bon. Et là, on vous dit, vous êtes interpellé, mais sans pour autant prouver encore que vous êtes encore frère en vie. Oui, non, c'est-à-dire que la meilleure option maintenant, on ouvre les portes de la prison, on le sort. Et la réaction togolaise. Il vient au portail de la prison et puis après on le prend maintenant pour maintenant. Vous êtes libéré pour l'autre affaire. Maintenant on peut vous prendre encore pour voir, c'est-à-dire prouver si vous êtes... Non, la réaction du Togo aussi, moi je l'ai dit, la réaction du secrétaire général du gouvernement du Togo, moi j'ai fait une lecture croisée de la situation, j'ai dit, mais écoutez, quand le secrétaire général du gouvernement du Togo parle comme ça veut dire que le Togo est risqué pour tout Béninois. Si vous pensez que vous voulez faire des choses et que vous pensez que vous êtes en sécurité au Togo, ça fait votre problème. Parce que c'est quand même une personnalité du gouvernement togolais qui parle comme ça. Vous n'êtes pas en sécurité. Donc, si vous voulez vous fuir, ceux qui sont en exil... Moi, je me suis dit peut-être que cette question n'était pas prévue. Attends, non, même si c'est comme ça, même si il devait éviter, il devait savoir quoi dire. Parce que le problème, c'est que beaucoup d'exilés, entre Béninois qui sont en exil, sont régulièrement à Lomé, au Togo. Oui. Donc, dans cette allure, si le secrétaire général du gouvernement du Togo parle comme ça, j'estime véritablement que, attention, vous n'êtes pas en sécurité, vous devez prendre vos responsabilités. Ça, c'est le premier fait. Deuxième fait, leçon que je tire de cette affaire, c'est que, vous savez, quand Ricky a commencé à dénoncer les faiblesses, les insuffisances du pouvoir de Patrice Talon dans les années autour de 2022 pour les élections 2021, on l'a traité de tout le nom comme quoi elle sert un dictateur au Togo. Et si le secrétaire général du gouvernement du Togo vient parler d'un dossier sur lequel le procureur du Togo s'est prononcé et a demandé que les intéressés qui sont venus chercher soient mis aux arrêts pour être amenés au Togo pour être jugés, et que lui, c'est la justice qui parle de ça, et que c'est le secrétaire général du gouvernement du Togo qui parle comme ça, alors qu'on parle de séparation au pouvoir, et que ce sont ceux qui, hier, ont jeté la pierre à Ricky Amadou, qui relaient ça parce que ça les arrange aujourd'hui, ça veut dire qu'en réalité, le mal vert dans le feu. C'est aussi longtemps que les choses nous arrangent, on est d'accord, on vulgarise ça, on met ça sur la place publique, on dit non. Parce que si le secrétaire général du gouvernement du Togo avait dit autre chose, je suis sûr que les mêmes qui étaient d'accord par rapport à ce qu'il a dit, allaient commencer à dire que le Togo, c'est un... Il n'est pas crédible, ils sont dictateurs, ils sont ci et ça. Mais comme ça les arrange, ça les réjouit, ils ont partagé ça un peu partout, et ça a été chanté, j'ai vu des tout plus proches de la communication gouvernementale, les gros sommets, relayer ça sur leur page un peu partout. J'estime véritablement que... Ce n'est pas seulement lié à cette affaire, ils le font fréquemment. Quand ça les arrange. Les affaires, quand ça les arrange. Même des anciennes vidéos, on les sort juste pour pouvoir... Donc j'estime véritablement que à ce niveau également, c'est que si vous reconnaissez, vous avez tout le temps dit que faut un dictateur, que Ricky a supporté un dictateur, et que un proche du dictateur dise quelque chose qui montre clairement que c'est l'émission de l'exécutif dans le judiciaire, vous devez quand même dénoncer. Mais là, comme ça vous arrange, vous en parlez. Moi, je pense que chacun doit pouvoir faire attention. Moi, je suis régulièrement au Togo, pas pour aller voir, je sais pour mes business. Mais je sais que, oui, mais écoutez, moi, je n'ai pas peur, je le dis. Hein. À la frontière, je me déclare. Je n'ai pas peur de qui que ce soit, parce que je ne dois rien à qui que ce soit. Mais je dis toujours, si vous pensez que... Attention à vos portables. Mais moi, ce que je dis véritablement aux gens, c'est que désormais, faites attention les exilés qui sont régulièrement à Lomé. Faites attention parce que à cette allure, on peut venir vous chercher avec les MMA et après on vous dira que bon, c'est pas grave. C'est un audio d'un client. Du moment où vous savez qu'il y a régulièrement à qui vous devez 10 millions ou 10 milliards peut-être. Oui, du moment où il sait régulièrement qu'il y a des exilés à Lomé et qui se rendent régulièrement également à Lomé, ne devenez pas un exilé. C'est un secret de polichinelle, hein, c'est connu. La dernière fois, on a vu quand même... Marc Boudjanou, votre lecture. Il a dit ce que tout récemment. Parce qu'on a déjà abordé de long à large
le sujet du frère Onvi, on pourrait passer à autre chose. Donc c'est vous qui donnez, donc vous allez analyser pour vous montrer que c'est pas vous qui décidez de ce qu'on dit. Vous allez quand même donner votre lecture de cette position togolaise là sur l'affaire. Non, la position togolaise, je pense que c'est une question de diplomatie, je pense. Le porte-parole, il a voulu que les relations entre le Togo restent telles qu'elles sont et que ça ne s'envenime pas encore. Et donc, il a tenu des propos diplomatiques, je dirais, parce que dans l'affaire, il y a juste un temps, même il y avait un mandat d'arrêt international qui avait été lancé. J'ai jamais vu le procureur revenir et dire que ces mandats sont désactivés, ce n'est plus en cours, donc que lui, il vienne dire cela. Donc, il y a une petite contradiction entre ce qui se fait par le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif à ce niveau-là. Et donc, je pense que c'est une affaire qui ne les intéresse pas trop. Au niveau où ça les intéresse, je pense qu'ils ont déjà réagi. Et les mises en cause au niveau de Lomé, ils n'ont pas été relâchés. Ils sont toujours en prison. Donc, ce qui montre le contraste des propos du porte-parole vis-à-vis de la justice. C'est pour ça que je me dis peut-être qu'il ne s'était pas préparé à la question. Oui, généralement, bon, c'est une question d'expérience. Vous avez vu notre porte-parole du gouvernement, Wilfried Ngbeyi, quand vous lui posez des questions auxquelles il n'est pas préparé ou qu'il ne veut pas, il a cette façon de pouvoir contourner la question, de pouvoir échapper. Je pense que le porte-parole du gouvernement togolais doit venir à l'école de Wilfried Ngbeyi pour pouvoir comprendre comment ça doit se faire et ne pas trop parler pour encore mettre le Togo dans l'embarras. Parce que juste là, on n'a plus d'autres réactions par rapport à l'affaire. Justement. Et donc, on attend, peut-être ils sont en train d'observer également de notre côté ici pour voir quelle suite on va donner à l'affaire Steve Amoussou pour pouvoir également se prononcer. Voilà, décryptage info, titre ce matin, élection générale de 2026. La Cour constitutionnelle initie un séminaire sur l'appropriation du code électoral. C'est la Cour constitutionnelle qui a déclaré le code électoral conforme à la Constitution. Hein? La Cour constitutionnelle a déclaré le code conforme à la Constitution. C'est-à-dire qu'ils ont lu ça. Mais là, ils initient encore un atelier d'appropriation. Donc ça veut dire qu'ils n'avaient pas lu tous les articles avant de déclarer conforme à la Constitution, c'est ça? Non, en fait, posons une infraction. C'est-à-dire, la Cour constitutionnelle, quand on vote une loi, on envoie ça à la Cour constitutionnelle. Ils lisent, ils analysent, ils déclarent ça conforme à la Constitution. Donc les sages de la Cour constitutionnelle ont lu les articles du code électoral, ont déclaré ça conforme à la Constitution. L'atelier d'appropriation va servir à quoi? Répondez. Non, donc j'estime véritablement qu'il y a un problème. Bon, de toute façon, c'est peut-être qu'il y a des choses qu'ils veulent s'approprier davantage et mieux comprendre. Bon, avant, peut-être qu'ils ont lu quelques articles clés et que c'est sur cette base qu'ils ont déclaré ça conforme à la Constitution. Pour attendre de voir s'ils s'approprient le code de ce code électoral, s'ils vont décider de revenir en arrière ou pas. Bonne chance. Marc Boudjani. Non, je pense que... Il n'avait pas beaucoup à dire sur le sujet. Oui, c'est normal. Non, mais c'est dit, si vous voulez que je dise beaucoup de choses, je peux dire beaucoup de choses. Hein. Marc à la parole. S'ils sont en train d'organiser un atelier d'appropriation du code, je pense que forcément, je me demande, est-ce que c'est tous les acteurs qui avaient vraiment validé le code au niveau de la Cour constitutionnelle? Je me pose la question, parce que si c'est le cas, l'atelier d'appropriation, ils veulent s'approprier de quoi? Du même contenu du code électoral, c'est ça? Ou bien, je n'ai pas compris, ou bien il y a d'autres acteurs qui participent à la chose. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a d'autres acteurs qui n'étaient pas concernés, c'est-à-dire, hormis les 7 sages, qui participent à l'atelier d'appropriation. Si c'est le cas, d'accord. Parce que je sais que la Cour constitutionnelle ne regroupe pas que les 7 sages et qu'il y a d'autres cadres à divers niveaux qui sont au niveau de cette Cour. Et je pense que c'est peut-être un atelier d'appropriation pour ces divers cadres-là au sein de la Cour constitutionnelle et que ça ne concernerait pas seulement les 7 sages. Je l'espère.
Non, 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 véritablement, oui, c'est vrai que... En fait, moi, je le disais parce qu'en réalité, il y a 7 sages qui ont lu le code électoral du début, encore, qui sont censés lire le code électoral du début jusqu'à la fin et de déclarer ça conforme à la Constitution. Et quand ils ont fini le travail, et si c'est les 7 sages qui veulent s'approprier encore ce code, il y a matière à se poser des questions. Mais il y a d'autres acteurs, peut-être les cadres. C'est peut-être cet atelier, c'est pour permettre jusqu'au dernier, jusqu'au planton de la maison de comprendre le code électoral. Ça, on pourrait comprendre. Bon, maintenant, peut-être qu'ils vont convier les acteurs de la société civile, hein, les juges constitutionnels que nous avons dans notre pays, les projets de droit constitutionnel, ils vont peut-être les convier à cet atelier. Donc, ça, c'est possible. Mais si c'était rien que pour les cadres, les sages de la Cour constitutionnelle, je pense que ce n'était pas opportun. Mais j'estime que, véritablement, oui, comme l'a dit Marc, on espère que oui, c'est un atelier élargi à tous ces acteurs du droit constitutionnel dans notre pays et de voir comment est-ce qu'on peut leur expliquer, réexpliquer ce code électoral, même si beaucoup n'arrivent pas encore à comprendre les tenants et les aboutissants de ce code électoral. Peut-être que, voilà. Bon, peut-être que dans ce code électoral, il y a ce code électoral peut susciter des implications, d'accord, ou peut donner lieu à des subtilités, d'accord, et peut-être que la Cour n'a pas totalement pris connaissance de l'interprétation de ces différentes règles qui composent le code électoral. Et donc, c'est le moment pour eux d'analyser, de voir, est-ce que, tel que ça avait été fait, est-ce que ça ne pourrait pas donner lieu à telle subtilité, ou ça ne pourrait pas donner lieu à telle implication? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce qu'il ne faudrait pas demander à ce qu'on revoie les choses? Donc, on sait que le code électoral a toujours été décrié par plusieurs acteurs. Voilà, donc c'est peut-être ça qu'ils sont en train d'analyser pour pouvoir voir la quintessence à donner à cela. Si c'est bien le cas, c'est pas mal. Peut-être que vous parlez, c'est à croire que, bon, s'ils font cet atelier et qu'il y a des implications qui vont revenir à la case départ pour dire que maintenant c'est plus conforme à la Constitution. Non, ils peuvent faire des recommandations. Oui, voilà. Des recommandations. Et cela, en réalité, si c'est le cas, si ce n'est que ça, ce que vous dites, là, moi j'estime que véritablement, ils auraient pu éviter alors de très vite déclarer ça conforme à la Constitution. Parce que vous allez voir la vitesse avec laquelle les lois sont déclarées conforme à la Constitution de la Cour constitutionnelle. Vous posez la question de savoir combien de temps ils ont mis pour lire tous les articles parfois. Donc maintenant, après avoir déclaré que c'est conforme à la Constitution qu'on va faire atelier pour venir faire des recommandations, je crois qu'à l'avenir, il faut éviter ça, parce que ça, c'est pas bon. Un dernier sujet pour boucler l'analyse de ce jour. Il s'agit des différents passages des ministres et présidents d'institutions à l'Assemblée nationale pour défendre leur budget pour l'année 2025. Oui, chacun passe pour défendre ses milliards. J'ai vu que... Est-ce que ces milliards sont vraiment utilisés? J'ai vu Dani Yamou réclamer 800 millions. Ça, tout le monde n'a pas eu milliard. Non, non, le ministère, c'est milliard. Aucun ministère n'est en dessous du milliard. Hein. Mais il n'y a pas que les ministères, il y a les institutions aussi. Encore que la Haute Cour de justice, véritablement, 800 millions, combien là-bas? Qui est jugé? Quel cadre est jugé? Mais ils travaillent tous les jours. Non, comme tous les citoyens. Non, ils vont au boulot. Ils vont tous les jours. Non, ils allument la clim. Ils vont à des missions. Oui. Mais la Haute Cour de justice, sa première mission, c'est quoi? C'est aller en mission. C'est pas aller en mission. Donc, bon, au moins 800 millions, bon, ça c'est... Moi, j'estime que c'est une institution budgétivore qu'il faut. Moi, je pense qu'à la longue, il faut réorganiser cette institution. Yahoo ne sera pas d'accord avec vous. Non, non, parce qu'elle est là actuellement. Le jour où elle ne sera pas là, vous allez voir, elle peut aussi revenir sur ça. Parce qu'on sait comment ils fonctionnent tous. Quand ils sont là, comme chacun est là, il y a un budget à défendre, il y a quelque chose à mettre là-dedans. Personne ne voit que c'est mauvais. C'est après on voit. Non, écoutez, la Cour de justice a été créée depuis. On dit juger les ministres, tant. Combien de ministres? Parfois, quand on va dire on va juger les ministres, ces partisans à l'Assemblée nationale vont bloquer. Si on dit on va juger tes députés, ces partisans là-bas vont faire bloc pour dire non, on ne va pas voter pour. Il y a un problème. Pendant que le jeune qui a volé, quand on le met en prison pour 15 ans, 17 ans. Bon, bref, c'est une parenthèse. Mais je pense que oui, chacun va défendre ses milliards devant les parlementaires. Le plus important pour moi, oui, les ministères ont besoin de moyens pour fonctionner. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire encore dans notre pays. C'est vrai que des efforts ont été faits ces dernières années,
Mais au-delà de ces efforts, ce gouvernement qui nous a promis le hautement social le 23 mai 2021 à Porte-Nouveau continue de faire ce qu'il peut, de toute façon, sur le plan social, en assistant les couches défavorisées, les transferts aux jeunes filles, les familles démunies qui reçoivent des transferts monétaires par mois, autant de choses, certaines actions qui méritent d'être saluées pour le régime en place. J'estime véritablement que oui, il y a un grand pas qui est fait, notamment par le social, et puis il faut espérer que le gouvernement fasse davantage d'efforts pour assister ces personnes. Et encore que nous sommes vers la fin du régime, ce régime tentera de faire le tout pour investir dans le social. On parle de plus de 3 milliards, pardon, plus de 1000 milliards pour le social pour l'année 2025. Vous comprenez très bien que c'est les dernières actions qui impactent d'abord davantage la population et c'est ces dernières actions qui restent en mémoire pour ces personnes-là qui vont vous dire après « Ah non, Patrice Talon a été bon et donc il faut continuer, il faut travailler pour la continuité ». J'estime véritablement que les ministères vont voter ils vont voter le budget et la loi de finances 2025, les ministères auront les moyens, mais que les ministères fassent davantage de travail sur le terrain. Parce qu'il y a des ministères qui ne consomment pas le crédit. Malheureusement, voilà. On leur donne beaucoup de milliards, mais ça, nous avons... C'est vers la fin de l'année qu'ils organisent des ateliers à n'en point finir. En fait, il y a des choses qu'il faut organiser sur le terrain pour assister les jeunes, les entreprises des jeunes, faire des choses. On ne fait pas ça, une certaine nonchalance, ou parfois les ordinateurs de budget dans les ministères ne sont pas mis à la diffusion des budgets des ministères parfois, et c'est peut-être vers 4 mois, 5 mois après qu'on envoie ces personnes-là. Au point où les ministères ne tournent pas pendant 3, 4 mois, 5 mois, et c'est vers la moitié de l'année que les ministères continuent à tourner évidemment avec le budget. Et à la fin, qu'est-ce qu'il faut faire? On réfléchit, on sort atelier d'appropriation quelque part. Bon, on a pu lire quelque part, surtout dans l'atelier. Peut-être c'est la fin de l'année. Donc, à la fin de l'année, on initie atelier d'appropriation, séminaire de formation, mission de contrôle du décès dans la Takura pour voir comment la direction départementale fonctionne. Donc, on initie ce truc-là pour pouvoir consommer un peu de crédit. Alors qu'en réalité, il y a d'autres façons dans lesquelles on peut investir ces sous-là pour aider les populations. Je pense qu'il faut revoir vraiment cet état de choses. Ce mode de fonctionnement. Marc Goudianou, très rapidement. Oui, il faut dire que bon, chacun va défendre ces milliards, tel que l'a dit Laurent. Et est-ce que ces milliards vont vraiment vers les bonnes cibles? Parce que c'est ça la véritable question. Parce que lorsque je prends le secteur de la santé, par exemple, qui est très important pour moi, parce que lorsqu'on parle de la santé, c'est sur ces qualités, la santé, le social, l'éducation. C'est sur ces facteurs-là qu'on définit réellement la vraie politique d'un chef d'État, en réalité. Donc, si effectivement, il y a près de plus de 1000 milliards qui sont en train d'être mobilisés pour le volet social, est-ce que j'espère bien que ça va toucher réellement les vraies cibles, parce que c'est très important, parce qu'on sait parfois comment ces fonds sont utilisés, parfois c'est seulement les proches de tel parti politique, les proches de tel du pouvoir, qui bénéficient de ces subventions, qui bénéficient d'octroi de crédit et autres. Donc il ne faudrait pas qu'on assiste à la même chose, il faudrait qu'on change de paradigme par rapport à cela. Et au niveau des prises en charge, au niveau des soins de santé aujourd'hui, je reviens sur le cas des dialysés pour dire qu'il faut que l'État repense encore à cette question-là, parce qu'il y a beaucoup de Béninois. Ceux qui meurent, ce ne sont pas des étrangers, ce sont des Béninois comme nous. Et donc le patriotisme invite à ce que l'on puisse s'appuyer sur ces leviers-là pour pouvoir les aider, parce qu'on parle de la vie humaine qui est sacrée. Il n'y a rien dans le monde qui puisse remplacer cela. Et il faut également mettre un système de santé bien adéquat au niveau des zones sanitaires qui sont éloignées, qui sont dans les coins les plus reculés du pays, parce qu'on en a besoin, c'est important. Les officines de pharmacie, telles qu'on l'a dit, où il y aura une pharmacie publique, je pense bien, il faudra les installer également, les délocaliser dans certaines zones pour pouvoir permettre à la population d'avoir accès aux médicaments. Il n'y a pas de pharmacie dans toutes les localités. Voilà, exactement. Voilà. Donc, je pense que c'est important et il faut le faire. Je pense que ça arrangerait beaucoup. Ça touche plus le social. C'est l'absence de pharmacie qui fait que les faux médicaments continuent de circuler. Donc, j'estime que c'est très important ça. Donc, mais déjà que, comme je l'ai dit dès longtemps, c'est que pour ce que le gouvernement a commencé par faire déjà vers la fin de 2023 et 2024 et cette année, on a pu voir que le hautement social est en train d'être concrétisé. Mais il faut aller au-delà de ça. Et faire en sorte que, oui, 2025 soit beaucoup plus une année où les citoyens sont de plus en plus impactés par le social.
que l'argent aille vers les gens et qu'on n'attende pas la moitié de l'année pour qu'on soit dépenser l'argent dans les séminaires, ateliers d'appropriation de tel ou tel cours, de telle formation, de tel logiciel. Parce que souvent ça, hein, on invite les experts pour faire atelier d'appropriation ou bien de compréhension de tel logiciel. C'est Java, Chris ou je ne sais quoi. Il y a, au niveau des finances, il y a justement, en parlant du logiciel, le numérique, là. Oui, il y a un bon budget pour le numérique. Un budget quand même colossal, exorbitant. Comment vous pouvez dire que c'est exorbitant? Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. 29 milliards pour... 29 milliards. Pour une ministre qui a dit la dernière fois, qui a appelé les médias la révolution numérique. Je me réjouis qu'elle ait pu avoir 29 milliards. Je suppose que dans les 29 milliards, elle peut envoyer une partie pour la presse béninoise. Pour que nous puissions avoir... Oui, parce que la dernière fois, elle a prôné pour la sommet du numérique, elle a invité les médias à une révolution numérique. Et j'ai dit, révolution numérique... Déjà quelle peine à gérer. J'ai dit que si on a une révolution, on appelle à une révolution numérique de la part des médias, je suppose que nous devons avoir une connexion Internet de qualité. Ce qui n'est pas effectif. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est effectif? Une subvention obligatoire. Voilà, non, c'est pas subvention. Regardez les problèmes auxquels nous sommes confrontés déjà, Eden, par rapport à la connexion Internet. Première chose. Deuxième chose, le décret, je ne garde pas souvent ça dans la tête. Oui, qui oblige normalement. Qui oblige. Je disais que mon jeune frère a saisi la Cour constitutionnelle, l'audience est pour le 3 décembre, qui interpelle la Cour constitutionnelle. Il est journaliste, mais très jeune plus que nous, mais qui a compris qu'en réalité, il est dit dans une des lois du Bénin qu'en réalité, dès lors que vous avez la carte de presse, les réseaux vous accordent des facilités en termes de consommation de crédit et de data, d'Internet. Oui. Ce qui n'est jamais respecté par les opérateurs GSM. Le jeune a compris que ce n'est pas bon, c'est une injustice faite aux journalistes détenteurs de la carte de presse. Il a saisi la Cour constitutionnelle. L'audience est prévue pour le 3 décembre. On verra ce qui Donc, pour vous dire qu'à ce niveau, quand la ministre appelle à une révolution numérique, peut-être que ça va être une partie qu'on va mettre du côté des réseaux pour nous faciliter la tâche. Et forcément que la RAC va jouer un grand rôle à cet effet. Parce qu'il faut dire que, je vous l'avais dit récemment, lorsqu'on devait désigner, on devait lancer l'appel d'offres pour les directeurs au niveau des structures publiques de la presse. On a constaté que c'est la RAC qui était la cheville ouvrière à ce niveau-là. Et donc, de ce côté également, je pense que la RAC doit œuvrer à ce que ces dispositions qui existent dans la loi et qui ne sont pas appliquées au niveau des professionnels des médias, que ça le soit. Je me rappelais très bien des avantages. Je me rappelais très bien lors de la vulgarisation des tests pour l'octroi des cartes de presse, initiés généralement par Michel Aonon et toute son équipe. Ils avaient évoqué ce sujet-là en disant qu'il y a un certain nombre d'avantages qui sont contenus dans les dispositions, mais dont on ne bénéficie pas. D'où l'idée, même au niveau des GSM, je pense qu'il avait évoqué et qu'on ne bénéficie pas. Et donc, ça faisait partie de sa lutte. Et je pense qu'il est aujourd'hui au niveau de la RAC et qu'il va continuer toujours à défendre ces cas-là pour que l'on puisse avoir, en tout cas, un peu de répit à ce niveau-là. Puisque ce sont des droits dont on doit bénéficier. Bon, j'ai déposé, je n'ai pas encore reçu la carte. Je crois que je vais rapidement lire ce que l'objet de la saisine du jeune dit. Objet violation de l'article 6 du décret numéro 2013-393 du 30 septembre 2013 portant conditions de jouissance des avantages liés à la carte de presse en République du Bénin par les opérateurs de télécommunications Move, MTN et Celtis. Donc, en fait, ce décret existe et qui, avec la carte de presse, nous, on peut jouir de ces avantages-là. Mais malheureusement, depuis 2013, vous avez eu ça? Peut-être qu'il y a d'autres structures qui prennent ces fonds-là, on ne sait jamais. Non, en fait, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que quand vous avez la carte de presse, normalement, si on doit avoir une réduction. Vous avez une réduction de 50% ou 30% par exemple par mois. Si c'est 15 000 francs pour le 115 gigas par mois, par exemple, en tant que journaliste, vous payez, au lieu de 15 000 francs, on vous prend 10 000 francs. Si c'est pour communiquer, on peut vous donner peut-être une communication illimitée jusqu'à 15 jours dans le mois, 15 jours dans un mois. Cette facilité-là, en fait, ce n'est pas de l'argent qu'ils vont mettre à quelqu'un. Mais les médias... c'est déjà bien. Oui, mais parce qu'on est tout le temps connecté, on a besoin forcément de l'Internet. Oui, on attend de voir dans l'exercice. C'est pour ça que j'en appelle aux confrères pour que le 3 décembre, nous puissions aller fortement soutenir ce jeune-là. C'est un jeune qui n'a pas assez d'expérience comme nous, mais qui déjà a cette initiative. Donc, ça nous arrange. Nous serons les plus grands bénéficiaires.
Allons tous ensemble, on le soutient, et on va relayer fortement la décision qui sera issue de cette audience-là. Rassurez-vous. On attend de voir. Surtout si ça tombe sur mes jours de présentation. Vous pouvez compter sur ma bonne foi. Comptez sur nous également. Merci à vous, Marc. Merci, Roland Toneyike.